Vous m'entendez? Très bien. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est de vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle et de son rôle à l'aune finalement de mon métier, qui est un métier de marketing et de communication. Et en quoi finalement cette intelligence artificielle va changer les choses et est en train de changer les choses finalement dans le métier du marketing et de la communication. Évidemment, il y a des choses qui ont été dites, hein, mes illustres prédécesseurs ont dit de nombreuses choses et je partage un certain nombre de choses. Je vais essayer de dire les choses différemment, d'aborder les choses selon un angle plutôt effectivement marketing-communication. Et pour ça, je vous propose le planning suivant. Alors, je vais vous donner effectivement ma perception de l'intelligence artificielle, comment aujourd'hui on perçoit cette intelligence artificielle, finalement comment elle va servir dans les groupes de communication, dans les services marketing, etc. Et ensuite, j'aborderai cette fameuse question de la singularité assez rapidement, assez brièvement, si on a le temps. Pardon. Merci, ce sera plus simple. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, ça commence par la perception finalement de notre environnement, de notre monde. C'est finalement se faire une représentation du monde et se faire cette représentation du monde. Moi qui viens par exemple, du data mining et de la modélisation, c'est très important. Alors cette représentation du monde, elle commence par l'expérience sensible. Nous, humains, finalement, pour se faire cette représentation du monde, on a besoin finalement de percevoir ce monde, d'interagir avec lui à travers nos sens, à travers nos yeux, notre regard, notre ouïe, notre toucher. Et c'est comme ça, finalement, c'est le premier stade, évidemment, ça ne résume pas l'intelligence artificielle, mais c'est le premier stade, finalement, de l'intelligence artificielle, de l'intelligence humaine, pardon. Alors cette représentation du monde, en fait, on a toujours tenté de la faire. Alors j'ai pris une phrase de George Box qui dit « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Parce qu'on a tendance finalement à se faire des représentations du monde via, on a toujours essayé de le faire, via des dessins. Alors, au départ, c'était très rudimentaire, on faisait des dessins en noir et blanc, etc. Ensuite, on a été un peu plus précis dans cette représentation du monde. On a fait des tableaux. Ensuite, on a eu la photo. Et effectivement, aujourd'hui, on a une représentation du monde en fait, qui utilise beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données. Et plus on a de l'information, plus on a de données, plus cette représentation du monde sera exacte. En revanche, ça sera forcément faux, parce que, comme le dit Magritte, ceci n'est pas une pipe. Une représentation du réel, c'est jamais le réel, en fait. Et donc, George Box a dit aussi une phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les statisticiens sont comme des artistes, ils tombent amoureux de leur modèle ». Parce qu'effectivement, on a tendance, quand on fait un modèle, quand on fait une représentation du réel, à penser qu'il est parfait, que cette représentation du réel, c'est la réalité. En revanche, ce n'est qu'une représentation et donc c'est important de le savoir quand on fait ce travail-là. Alors effectivement, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a compris finalement que notre intelligence partait finalement de notre perception du monde, de notre rapport au monde, de notre représentation du monde, il faut comprendre finalement que cette représentation du monde, cet apprentissage du monde, en fait, on va l'utiliser pour interagir avec ce monde, pour induire un certain nombre de choses. Et effectivement, on a une certaine tendance à l'induction. Je vous prends un exemple. Par exemple, vous avez quelqu'un qui tousse, il va aller chez le médecin va formuler un certain nombre d'hypothèses, il va dire il tousse, il a la grippe, il tousse, il a un cancer du poumon, il tousse, il a une gastroentérite. Et ensuite, il va valider ses hypothèses. Il va dire qu'est-ce qui est le plus fréquent finalement. Le cancer du poumon, on ne souhaite à personne, c'est relativement peu fréquent. La grippe, c'est beaucoup plus fréquent, donc c'est plausible. La gastroentérite, c'est fréquent aussi, donc c'est plausible. Ensuite, dans quelle mesure finalement, quand je tousse, quand j'ai une gastroentérite, je vais tousser? On l'écarte assez rapidement. Le cancer, on l'a déjà un petit peu écarté parce que c'est peu fréquent. Et finalement, il reste la grippe et on retient la grippe. Et donc, on va avoir effectivement une certaine tendance à formuler nous-mêmes des probabilités dans notre raisonnement en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on a observé, de cette représentation du monde qu'on a faite.
Donc à partir du moment où on sait que cette représentation du monde est à l'origine de l'intelligence humaine en fait, et que l'intelligence humaine finalement a tendance à mimer l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence artificielle a tendance à mimer l'intelligence humaine, on sait que finalement la base de cette intelligence artificielle, c'est la perception du monde. C'est dans quelle mesure on va être capable via des machines, de percevoir ce monde et l'utiliser pour apprendre. Alors on a plusieurs types d'IA en fait. On a ce qu'on appelle l'IA faible. Alors l'IA faible, c'est des systèmes experts en fait. Jean-Claude en a parlé. C'est finalement un algorithme, une recette. S'il se passe ceci, alors cela. C'est assez simple finalement à développer. On peut avoir des applications très smart qui paraissent très intelligentes, mais qui ne sont rien d'autre finalement qu'une suite de règles de gestion. Ensuite, on a ce qui fait le plus parler aujourd'hui, l'IA forte. En fait, l'IA forte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Finalement, c'est la propension qu'a une machine à comprendre le monde. Ça va être la propension qu'a une machine à arbitrer en fonction de ce qu'elle a compris, de ce qu'elle a appris, en fait. Et donc, finalement, ça se rapproche de plus en plus de l'intelligence telle qu'on la conçoit nous-mêmes, en fait. Alors une fois qu'on a vu que cette intelligence artificielle se basait sur finalement la perception du monde, sur une certaine propension à arbitrer soi-même, à se situer vis-à-vis de ce monde, etc., on a compris que l'apprentissage était quelque chose de clé. Alors il y a plusieurs types d'apprentissage en intelligence artificielle ou en intelligence en IA faible. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence supervisée, l'intelligence non supervisée, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et la transmission de l'apprentissage. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'apprentissage supervisé. Ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est relativement simple, c'est que j'ai une question et je vais tenter de répondre à cette question. Alors pour pouvoir répondre à cette question, finalement, je vais avoir un certain nombre d'informations, des données. Je vais avoir des données qui vont expliquer finalement la question, qui va répondre à la question que je me pose. Je vais avoir plusieurs approches finalement. Les approches les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle la régression logistique, les réseaux les arbres de décision, etc. Et je vais me demander par exemple qui sont mes churners en fait, qui sont les clients qui sont en train de quitter finalement mon programme, ma base de données, qui sont en train d'aller chez mes concurrents, etc. Et une fois que j'ai cette question, je vais voir finalement quelles sont les variables explicatives du churn, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique le churn. Je vais avoir un certain nombre d'informations, l'âge, le CSP, le lieu d'habitation, la météo, et tout ça, c'est potentiellement des éléments explicatifs finalement de la question que je vais me poser. Et je vais utiliser cette information pour y répondre et créer un modèle, donc une représentation du réel qui explique ce churn en fait. Ensuite, on a l'apprentissage non supervisé. Alors, normalement, si vous n'êtes pas daltonien, vous percevez le 57 qui est au centre du cercle. Cet apprentissage non supervisé, il va nous permettre de faire émerger des structures cachées dans la donnée. Alors pour nous, ça paraît simple parce que finalement, on sait ce que c'est que 57, on est capable de discerner les couleurs et donc on fait émerger naturellement cette structure cachée dans la donnée. Mais finalement, cet apprentissage non supervisé, on va lui soumettre des données et on ne va pas trop le guider et on va lui demander finalement de faire émerger un certain nombre de choses. Ensuite, on a le renforcement. Alors le renforcement, c'est finalement le fait d'apprendre à une machine à renforcer son apprentissage, c'est-à-dire par une alternance d'échecs et de succès finalement. Si on prend une allégorie, on peut demander par exemple à un robot d'attraper un verre. La première fois, il va l'attraper, mais il ne va pas le serrer suffisamment, donc il va le faire tomber, le verre va se casser. Il va itérer une seconde fois, il va le serrer trop fort, il va casser le verre dès qu'il va le saisir. Et la troisième fois, il va ajuster à chaque fois ses paramètres et il va finir par apprendre à saisir le verre correctement.
Donc là, c'est ce qu'on appelle le renforcement. On le fait nous aussi en tant qu'être humain. Donc on mime d'une certaine façon aussi notre façon d'apprendre et on apprend aux machines à utiliser les mêmes mécanismes. Alors tout le monde en a parlé, hein, je vais en reparler brièvement, les réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones profonds, c'est vrai que c'est quelque chose qui mime les réseaux de neurones biologiques. Ça s'inspire des réseaux de neurones qui agissent dans le cortex visuel, etc. Ça a permis récemment de nombreuses avancées. L'un des pères finalement de ces réseaux de neurones profonds, c'est un Français, Yann Lequin, qui travaille pour Facebook. Chaque couche finalement de ces réseaux de neurones vont permettre finalement de modéliser, de comprendre un niveau d'abstraction différent. Donc on va avoir une première couche qui va modéliser finalement, si on fait de la reconnaissance faciale, les éléments du visage, les yeux, le nez, la bouche, etc. On va avoir un niveau de réseau de neurones, une couche finalement qui va permettre de modéliser un niveau d'abstraction plus élevé, le visage, comment se situent en fait les éléments à l'intérieur de ce visage. Ensuite, on va synthétiser le tout et on va réussir à produire finalement une reconnaissance faciale qui est très efficace. Et on en parlait tout à l'heure, c'est assez efficace, en tout cas pour la reconnaissance faciale, puisqu'on a des niveaux de reconnaissance faciale qui sont équivalents à celles d'un être humain. We have created model-based algorithms for throwing and catching balls using a net attached to a fleet of cooperating quadrotor vehicles. The key algorithmic components are optimal trajectory generation, optimal et dans quelle mesure aussi les machines peuvent collaborer pour renforcer leur apprentissage. Based on first principle models of the vehicles and the net, we generate optimal open loop trajectories for the vehicles. We then apply optimal feedback control strategies to precisely track these nominal trajectories. All of this is done in real time, without pre-planning. Alors c'est vrai que ça a l'air de rien, mais si vous pensez que finalement, si vous représentez finalement la chose, vous vous rendez compte que c'est des machines finalement à qui on n'a pas finalement appris à jeter cette petite balle, à la rattraper, à se déplacer. On va voir tout à l'heure en fait qu'elles essayent de... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le renforcement. Elles essayent une première fois, elles se trompent, elles ajustent leurs paramètres, la seconde fois elles se trompent aussi, et la troisième fois finalement ces drones vont réussir à envoyer la balle dans le cercle. Donc effectivement, à chaque fois, elles vont ajuster leurs paramètres, elles vont communiquer entre elles, elles vont renforcer leur apprentissage et elles vont finalement devenir de plus en plus performantes dans ce qu'on leur demande de faire. Donc effectivement, en combinant leur apprentissage et en travaillant ensemble aussi, on peut avoir finalement des machines qui vont finir par améliorer finalement leur propension à apprendre, parce qu'elles vont collaborer. Alors c'est là que je voulais en venir, c'est que finalement, si vous prenez par exemple un algorithme ultra spécialisé comme les algorithmes que vous trouvez sur YouTube qui font du sous-titrage simultané, souvent, en fait, on entend dire que c'est de très mauvaise qualité, qu'un mot sur deux est mal traduit ou mal sous-titré, etc. Et en fait, c'est dû au fait que ces algorithmes, pour l'instant, sont ultra spécialisés. Ils travaillent que sur une seule perception de la réalité. Si vous regardez en fait ce qui est en train de se passer là maintenant, vous êtes en train de m'écouter. Vous comprenez ce que je dis, vous regardez mes lèvres, vous pouvez lire sur mes lèvres, vous connaissez le contexte, vous savez de quoi on parle. Et donc finalement, votre capacité à comprendre ce que je dis est beaucoup plus forte parce que vous combinez et vous utilisez plusieurs apprentissages, plusieurs processeurs finalement, qui vont vous permettre de comprendre ce que je dis. Là, en l'occurrence, si vous prenez des algorithmes comme Siri, comme Deepface, etc., ils sont ultra spécialisés. Il y en a un qui va être capable de reconnaître des images,
des formes, etc. Un autre du langage naturel. Certains vont reconnaître des contextes, etc. Et finalement, si on les combinait, c'est-à-dire que si on utilisait la reconnaissance faciale pour lire sur les lèvres, si on utilisait des algorithmes de reconnaissance du langage naturel, etc., comme Siri, et qu'on combinait tout ça, on arriverait un jour finalement à produire des solutions beaucoup plus efficaces, des interfaces beaucoup plus efficaces qui fonctionnent beaucoup mieux pour le sous-titrage simultané, l'interaction entre machines et êtres humains, etc. Donc effectivement, pour l'instant, ça peut paraître décevant. Il y a beaucoup de débats autour de Siri. Je n'ouvre pas le débat, mais il y a des gens qui trouvent ça formidable et qui trouvent que ça fonctionne très bien. D'autres qui trouvent que ça ne fonctionne pas du tout et que parce qu'ils attendent de Siri d'avoir une conversation comme ils peuvent avoir une conversation avec un être humain. Et donc finalement, on est souvent déçus, mais en recombinant finalement et en assemblant des algorithmes qui font des choses différentes, on pourrait arriver un jour à reproduire finalement la sensation de l'interaction telle qu'on pourrait l'avoir avec un être humain. Donc finalement, cette courbe d'apprentissage, elle va être de moins en moins longue et de plus en plus facile, si je puis dire. Vous voyez que la difficulté est de moins en moins importante parce qu'on va combiner de plus en plus de choses. On va mélanger des algorithmes qui vont finalement s'alimenter les uns les autres et on va parvenir à un apprentissage beaucoup plus proche de ce qu'on fait, nous, en tant qu'êtres humains. Donc pourquoi finalement l'intelligence artificielle intéresse le marketing? Parce qu'en fait, en tant que marketeur, on a souvent le besoin d'interagir avec des consommateurs. On ne peut pas mettre un directeur de clientèle ou un chargé de clientèle derrière chaque individu quand on fait du marketing de masse. Et donc on doit produire des interfaces capables d'interagir avec le consommateur de façon très personnalisée, et de lui donner le sentiment finalement qu'il a qui compte vraiment et qu'il a un interlocuteur humain à chaque fois qu'il interagit avec l'entreprise. Donc on a un certain nombre d'avancées. Vous voyez Deep Dream, l'algorithme de Google qui arrive à produire des rêves. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, on inverse l'algorithme qui permet de faire de la reconnaissance d'images et qui permet d'analyser des images, et on demande à Google finalement d'assembler des images et de créer des choses en fait. Et ils ont dit que Google, l'algorithme Deep Dream avait produit des rêves, finalement avait imaginé des choses. Il y a Siri que vous connaissez tous, qui nous permet d'interagir avec notre téléphone, d'appeler des gens, etc. Bon, ça marche plus ou moins bien, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Il y a Deepface, on en a parlé, on est capable de reconnaître des gens très efficacement, aussi efficacement qu'un autre être humain. On imagine toutes les applications que ça pourrait avoir en marketing. Très bien arriver dans votre concession, ne pas avoir votre carte de fidélité dans la poche, être reconnu visuellement via votre visage. Ensuite, on pourrait retrouver vos historiques d'achat, vos points de fidélité, etc., à condition effectivement que vous soyez d'accord. Il y a un certain nombre de questions de privacy qui se posent. Il y a les algorithmes d'upsell, de cross-sell, de moteurs de recommandation aussi, qui sont en train d'évoluer très favorablement et qui vont permettre de plus en plus d'être pertinents, de proposer des produits ou des services qui ont plus de sens. Donc tout ce travail d'interface, finalement, il va être au service d'une nouvelle façon d'aborder l'interaction consommateur-marque. Some of my precious time. Sweet smile is always on my mind.
Donc ce qui change aujourd'hui, effectivement, c'est les IHM, les interfaces homme-machine. L'intelligence artificielle va changer finalement ce rapport à l'interface homme-machine. C'est-à-dire que, outre le fait qu'on a de plus en plus finalement d'objets qui nous permettent d'interagir avec les marques de façon plutôt ludique, intéressante, comment dire, intuitive, le tactile, le mobile qui est entré dans nos vies quotidiennes, les objets connectés, etc. Cette interaction entre les hommes et les machines, cette IHM, en fait, interface homme-machine, va évoluer grâce à l'intelligence artificielle. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, évidemment, encore une fois, si vous attendez, comme c'est le cas pour un certain nombre de personnes vis-à-vis de Siri, si vous attendez d'avoir des conversations avec ces IHM comme vous en avez avec votre ami ou votre voisin, votre frère, etc., vous n'y arriverez pas parce que pour l'instant, on n'en est pas encore là, vous l'aurez compris, finalement, on n'en est qu'au balbutiement. On ne fait que percevoir, grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, notre monde. On arrive à peine à modéliser un certain nombre de choses, à percevoir un certain nombre de choses. La reconnaissance d'image, c'est bien, mais c'est une partie de la perception du monde. Le son, c'est pareil, donc on n'en est qu'au début. En revanche, les applications sont relativement importantes, assez colossales. On parle beaucoup de chatbots en ce moment, on parle beaucoup de reconnaissance faciale, de reconnaissance sonore, du traitement du langage naturel, de synthèse vocale. Et tout ça, ça va permettre finalement de créer des applications, des sites et des expériences utilisateurs beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fluides, beaucoup plus interactives, sans mettre forcément un être humain derrière chaque client. Alors, normalement, j'avais une autre vidéo qui montre que finalement, les robots aussi peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans. C'est une vidéo de Boston Dynamics. On peut imaginer d'avoir des robots dans les magasins qui vont accueillir les clients, faire de la gestion de la file d'attente, aider à porter les courses, pousser le caddie. On peut imaginer un certain nombre de choses. Alors évidemment, se posent les questions finalement du chômage, de toutes ces choses-là, mais c'est vrai qu'au même titre qu'on a des caisses automatiques maintenant dans les supermarchés, il y a un certain nombre de tâches peut-être ingrates que les êtres humains ne voudront plus réaliser, et on peut très bien imaginer les confier à des robots. Alors vous voyez, c'est pas complètement, il n'est pas très adroit, hein, mais c'est quand même une performance assez impressionnante. Malgré tout, quand on sait ce qui doit se passer derrière en termes d'algorithme, c'est assez impressionnant. Donc pareil pour le picking dans les entrepôts de logistique, on peut imaginer un certain nombre d'applications. Donc Boston Dynamics au départ c'était quelque chose qui a été, c'était un projet qui était monté pour l'armée américaine. Ils avaient des sortes de robots quadripodes qui étaient là censés porter des charges en fait dans le cadre des incursions en terrain ennemi, et on s'est rendu compte que c'était trop bruyant, que ça pouvait pas fonctionner, donc ils imaginent de nouvelles applications à leur travail. Alors, on voit encore qu'il y a des sortes de pictogrammes qui permettent au robot de... On a presque pitié. Et donc, effectivement, on pourra imaginer beaucoup de choses. Je ne sais pas qui a vu le film iRobot. On voit dans iRobot, au début du film, Will Smith qui se fait livrer une paire de Converse par un robot chez lui. Voilà, le robot ressemble presque à celui-ci, en fait. Donc, on pourrait imaginer finalement ce genre d'application aussi. Mais dans le cadre du marketing, de la supply chain, etc., c'est vrai que ce type d'intelligence artificielle pourrait trouver un certain nombre d'applications. Donc en termes
d'applications, en fait, on entend beaucoup de choses. Moi qui ai travaillé d'abord chez Publicis, puis chez Havas, j'entends un certain nombre de créatifs me demander dans quelle mesure finalement l'intelligence artificielle ne pourra pas les remplacer un jour. Est-ce que finalement l'algorithme créatif va pouvoir émerger? Moi je vous avoue que je suis relativement dubitatif, en tout cas pas à court terme. Je ne pense pas qu'on va y arriver là tout de suite. Néanmoins il y a un certain nombre d'initiatives, hein. Je vous en parlais tout à l'heure. Deep Dream, en fait, c'est le projet de Google d'intelligence artificielle qui, en utilisant un réseau de neurones profond, a inversé un peu le processus, c'est-à-dire qu'au lieu de comprendre, d'analyser des images, on lui a demandé de produire finalement des images. Donc il arrive à produire un certain nombre de choses. On peut y être sensible ou pas, on peut trouver ça vraiment créatif ou plutôt juste un assemblage d'images ou de... Voilà, ça reste en tout cas pour moi très balbutiant. Je ne pense pas que les créatifs seront remplacés là tout de suite. À suivre. Et enfin, quelles sont nos perspectives? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler d'intelligence artificielle avec une vision très anthropomorphique. On a tendance à penser que l'intelligence artificielle, c'est forcément exactement la même chose que l'intelligence humaine. Alors on l'a vu, hein, la perception du réel, la perception du monde est capitale. On a besoin... pour parler d'intelligence, c'est vrai qu'on a besoin de conceptualiser un rapport au monde, de s'inscrire dans ce monde, de pouvoir arbitrer en fonction finalement des évolutions de mon environnement. Et donc l'intelligence artificielle va probablement passer par ces stades-là, d'autant qu'on a... c'est nous qui la façonnons, donc on dit que on a le sentiment que l'homme crée le robot à son image. Il y a ce mythe du golem, en fait, donc on essaye de reproduire finalement ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise. On est très, encore une fois, anthropomorphique dans notre approche de l'intelligence artificielle. En revanche, on ne sait pas comment elle va évoluer. Est-ce qu'elle va vraiment évoluer? Est-ce qu'on va atteindre cette singularité? Encore une fois, les débats sont ouverts. On a... Pardon, je voulais vous montrer une vidéo qui montre à quel point on peut être anthropomorphique. Alors c'est une autre vidéo qui montre finalement que dans un certain nombre de tentatives, on essaie de reproduire les émotions humaines. Alors ça peut être effrayant parce que comme c'est imparfait, on a le sentiment que c'est une personne malade, etc. Donc ça peut être très troublant. Parfois, on a... plutôt tendance, la plupart du temps d'ailleurs, on a plutôt tendance à créer des robots qui ne ressemblent pas vraiment à des hommes en fait, où on retrouve finalement les grands traits des yeux, une bouche, etc. Mais de façon assez grossière, de façon à ne pas choquer. Là, on peut avoir l'impression que c'est une personne malade. En revanche, l'idée ici, c'est de reproduire un certain nombre de sentiments, d'expression humaine. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Donc voilà, il y a quand même des tentatives. L'avantage finalement de ce type de tentative, c'est que ça nous permet aussi, ça peut avoir un certain nombre d'applications aussi, ça nous permet de percevoir des émotions, notamment dans le cadre finalement
de gestion de crise, etc. On peut très bien imaginer que quand on se sera un peu plus abouti que ça, avoir un robot capable d'exprimer des émotions pourrait impulser finalement un certain degré de diplomatie, etc. En revanche, moi je trouve ça assez effrayant. C'est vrai que comme c'est pas parfait, comme le plastique n'a pas exactement la même texture que la peau, etc. Moi j'ai plus l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de malade. Mais bon, ça c'est mon jugement personnel. Donc effectivement, pour rester sur cette question de l'anthropomorphisme, même le test de Turing est dans un certain degré anthropomorphique, puisque finalement, je ne sais pas si vous le connaissez, enfin un certain nombre d'entre vous doivent le connaître, mais c'est un test finalement qui consiste à faire discuter un jury et un robot ou une personne réelle en fait, et de voir dans quelle mesure ce jury se trompe et dit que c'est un robot ou une machine. Et si jamais le jury se trompe et dit que c'est une personne, et ben effectivement on considère que la machine a passé le test de Turing. Il y a eu quelques succès récemment. Il y a eu un algorithme qui a passé le test, mais ça a été très contesté parce qu'il a été présenté comme un enfant de 11 ans, je sais plus, originaire d'un pays de l'Est en fait, et qui parlait très mal anglais. Donc en fait, le jury a été très, très indulgent, ce qui fait que finalement le test a été passé. Récemment, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres algorithmes qui ont obtenu un certain succès, mais ce test montre quand même un certain degré d'anthropomorphisme, puisque finalement il s'agit de simuler une discussion entre humains et de voir dans quelle mesure la machine arrive à se faire passer pour un être humain. Donc ce fameux test de Turing, ou qu'on appelait jeu de Turing à l'origine, c'est un test qui a été imaginé par Alan Turing dans les années 50, en 1950 exactement, et aujourd'hui devenu une référence. On parle que de ça pour quand il s'agit d'intelligence artificielle, mais c'est vrai que c'est pas forcément finalement pertinent dans la mesure où c'est une intelligence qui serait effectivement complètement anthropomorphique et qui serait une intelligence calquée sur l'intelligence humaine. Donc cette fameuse singularité, si elle arrivait un jour, finalement, est-ce qu'elle aurait un aspect humain, une machine qui serait capable finalement de scaler des calculs de façon très massive, de paralléliser un certain nombre de pensées, etc. Est-ce que dans une certaine mesure, elle ne transcenderait pas finalement notre espace-temps, notre capacité à concevoir les choses, et dans quelle mesure finalement cette intelligence ne serait pas très différente de l'intelligence humaine. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'alertes, Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking. C'est effectivement la vision pessimiste. Est-ce que dans le cadre d'une intelligence qui transcenderait l'intelligence humaine, qui serait très différente finalement, on ne serait pas en droit d'attendre des raisonnements un peu plus complexes que celui qu'on retrouve souvent dans les romans de science-fiction, en vertu de la deuxième loi de la robotique d'Asimov. Le robot doit protéger l'homme, voire même contre lui-même parfois, et donc pour le protéger contre lui-même, on l'a servi, etc. etc. Et ces dérives-là, je pense on peut imaginer que les choses seraient très différentes si on atteignait cette singularité. Voilà. Merci.